Dans une salle fermée du palais présidentiel, un dossier gris vient d'être ouvert, révélant des chiffres qui semblent vibrer dans l'air. En tête, un montant colossal destiné à stabiliser le Sahel. Plus bas, une liste de corridors stratégiques dessinant une carte invisible du pouvoir. On dit que signer ce document ouvrirait les vannes des financements, mais qu'un refus exposerait le pays à la tempête. Et au milieu de ces lignes glaciales, le nom d'un dirigeant devient soudain le centre d'un jeu que personne n'ose nommer. Si ce document était la première scène d'un reportage, la promesse serait simple. Suivre pas à pas comment un État sahélien est poussé vers une décision capable de redéfinir son avenir. Chaque clause financière, chaque engagement sécuritaire est disséqué comme une mécanique délicate pour dévoiler la vraie signification des milliards annoncés. Le public était confronté à 3 chemins. Accepter totalement, rejeter ou tenter un compromis fragile. 3 avenirs distincts pour les institutions, l'armée et les communautés minières. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une négociation, mais celle d'un pays placé sur la ligne de crête entre survie immédiate et souveraineté à long terme, Dès les premières secondes, une révélation inattendue s'impose, avant même que les débats publics n'éclatent. Les flux financiers étaient déjà dessinés. 32 milliards en crédit, 47 corridors de ressources et une série de cartographies secrètes exposant le Sahel comme une base logistique plutôt qu'un territoire humain. Le contexte se reconstitue alors avec précision. Un pays longtemps pris dans l'ombre des interventions étrangères, désormais confronté à une offre qui mêle stabilité militaire et prise de contrôle économique. Les images de drones patrouillant le ciel, avant la moindre signature officielle, témoignent d'une avancée silencieuse. Les nuits de réunions fermées, les rapports de sécurité et les projections économiques composent un décor où chaque décision est déjà conditionnée par des engagements faits ailleurs. Pour éviter que les chiffres ne déshumanisent l'histoire, 2 voix locales émergent. Un jeune officier affecté aux frontières instables et un mineur travaillant près des nouveaux forages. Le premier voit dans la promesse de stabilité un surcroît d'équipement, mais aussi la présence croissante d'unités étrangères. Le second observe ces terres se transformer en zones d'accès restreint, où les entreprises locales n'ont plus qu'un rôle secondaire. Ces récits révèlent un paradoxe. Plus les garanties sécuritaires s'accumulent, plus s'efface la frontière entre alliés et tuteurs. La question devient alors inévitable. À qui profite réellement la stabilité annoncée? La chronologie des faits est déroulée comme une ligne de domino. Tout commence par un rapport financier qui circule discrètement entre ministères et partenaires internationaux. Les clauses y prévoient 3 décennies d'exploitation minière contre un soutien militaire élargi. Puis survient la fuite d'informations. Les médias évoquent une alliance stratégique, les analystes se divisent entre ceux qui y voient une occasion de développement et ceux qui y lisent une nouvelle forme de dépendance. Sur le terrain, les groupes armés se rapprochent des zones minières, tandis que des convois étrangers apparaissent à proximité de la capitale, comme si l'accord était déjà effectif. Dans les bureaux gouvernementaux, les divergences se creusent, transformant chaque réunion en compte à rebours. Et dans les rues, les premières manifestations expriment une inquiétude profonde. Le pays risque-t-il de céder une partie essentielle de son identité en échange d'un répit militaire? Pour comprendre la profondeur du dilemme, il faut revenir aux chiffres. Les investissements promis atteignent 32 milliards de dollars sur 5 ans, avec un rendement annuel annoncé de 14%. Mais l'expérience régionale montre que ces montants circulent surtout entre les grandes compagnies et les bailleurs, laissant une marge limitée pour les services publics locaux. En cas de refus, 8 milliards d'investissements directs pourraient disparaître, aggravant une économie déjà fragilisée. Les sondages révèlent pourtant qu'une majorité, plus de 60%, préfère assumer l'isolement plutôt que céder sa souveraineté. Cette fracture entre logique économique et instinct politique illustre parfaitement la situation. Aucun choix n'offre une issue sans coût. Les cartes du Sahel, chargées de routes minières et de zones contestées, rappellent que chaque chiffre
et liée à des communautés qui vivent au cœur du problème. Cette partie s'attache à présenter avec équité les deux positions en opposition. Pour les partisans de l'accord, l'argument central est limpide. Sans un soutien militaire massif, l'État risque de perdre le contrôle de régions entières. Le compromis sur les ressources serait alors un mal nécessaire pour garantir la survie. Quant aux opposants, ils rappellent l'histoire des nations ayant cédé leurs mines ou leurs ports à des puissances extérieures avant de subir des décennies de dépendance politique. Ils redoutent une perte de souveraineté irréversible et une mainmise progressive sur l'appareil décisionnel. Les deux camps possèdent des arguments solides. Le dilemme est réel, sans solution simple. Le reportage ne juge pas. Il place le public au centre du débat, là où se croisent urgence sécuritaire et exigence de dignité nationale. Le tournant survient lorsqu'un détail bouleverse la narration. Même sans réponse officielle, certaines puissances étrangères auraient déjà commencé à sécuriser discrètement plusieurs corridors miniers via des accords locaux. Cela signifie qu'une partie du dispositif est en place avant toute validation politique. À partir de là, la question change. La décision d'un dirigeant peut-elle encore renverser un mécanisme déjà enclenché ailleurs? Le Mid-Point révèle un pays qui n'est pas seulement sollicité, mais déjà intégré dans un calendrier qui n'est pas le sien, une prise de conscience qui redéfinit toute la tension dramatique. Le reportage explore ensuite les répercussions possibles pour 4 ensembles. Tout d'abord, les populations rurales, souvent absentes des débats médiatiques. Elles pourraient bénéficier d'une sécurité accrue, mais risquent de perdre des terres à cause des projets d'extraction. Ensuite, les entreprises locales, qui espèrent décrocher des contrats, mais pourraient être reléguées face aux multinationales mieux outillées. Puis, l'appareil d'État, partagé entre besoin d'aide militaire et crainte d'un contrôle extérieur trop intrusif. Chaque décision future serait influencée par les attentes du bailleur. Enfin, le Sahel dans son ensemble, car chaque choix influence les pays voisins. Une acceptation pourrait généraliser le modèle sécurité contre ressources. Un refus ouvrirait peut-être la voie à des alliances régionales plus autonomes. Dans tous les cas, les cercles concentriques de conséquences dépassent largement les frontières nationales. 3 trajectoires se dessinent. Le scénario de base. Le pays négocie une version amendée du contrat, subit quelques pressions diplomatiques, mais maintient un certain équilibre grâce aux partenariats régionaux. Le scénario optimiste. Un refus assumé, suivi d'une diversification des alliances vers des partenaires moins intrusifs. Ce chemin exige une stratégie claire, mais pourrait renforcer la souveraineté à long terme. Le scénario critique, l'indécision. Ne ni signer ni refuser, laissant place aux groupes armés et aux opérations discrètes, pourrait déclencher un engrenage incontrôlable. Le reportage insiste. Dans certaines crises, ce n'est pas le mauvais choix qui détruit un pays, mais l'absence de choix. À ce stade du récit, le documentaire quitte les cartes du Sahel pour rejoindre l'écran de chaque spectateur. Il montre d'abord que cette affaire, souvent présentée comme un dossier lointain, concerne en réalité bien plus de monde qu'on ne l'imagine. Pour les citoyens des pays bailleurs, la question est directe. Les impôts qu'ils versent soutiennent-ils, volontairement ou non, des mécanismes qui conditionnent les choix politiques d'États plus vulnérables? Beaucoup n'ont jamais conscience de la portée géopolitique de leurs contributions fiscales, pourtant intégrées dans des programmes qui dépassent largement leurs frontières. Pour les Africains vivant au sein ou en dehors du Sahel, ce dossier réveille une histoire familière, celle de cycles répétés de dépendance, d'offres de sécurité liées à des concessions économiques et de projets de développement imposés plutôt que négociés. Ces spectateurs y reconnaissent les tensions entre promesses de stabilité et érosion progressive de la souveraineté. Le documentaire les invite à examiner comment ces dynamiques se reproduisent, souvent derrière des mots rassurants comme partenariat ou coopération stratégique. Enfin, pour les journalistes, chercheurs et membres de la société civile, cette partie propose 2 gestes modestes mais décisifs.
rendre plus transparente la manière dont sont présentés les accords mêlant sécurité et exploitation des ressources, et donner davantage d'espace aux témoignages locaux qui, bien souvent, disparaissent derrière les analyses technocratiques. Car la compréhension du public dépend de ces relais, de leur capacité à raconter, contextualiser et révéler ce qui se joue réellement sur le terrain. Le fil conducteur est simple. Personne n'est totalement extérieur à cette histoire. Même en étant loin, chacun participe, par ses choix, ses votes, ses analyses ou son silence, au système qui façonne les décisions de pays comme celui-ci. Le documentaire rappelle ainsi qu'un débat sur la souveraineté n'est pas un débat abstrait. Il est intimement lié au comportement quotidien de millions de personnes qui, parfois sans le savoir, influencent l'équilibre fragile d'un État confronté à des pressions colossales. Dans cette section, le documentaire abandonne la logique du constat pour avancer une feuille de route pragmatique, construite autour de 4 axes capables d'offrir au pays une marge de manœuvre réelle, même en période de forte pression internationale. Le premier axe repose sur la transparence intégrale des accords, combinant sécurité et exploitation des ressources. Trop souvent, ces documents circulent entre ministères et bailleurs sans passer par un débat public structuré. Rendre ces clauses accessibles permettrait non seulement d'éviter les engagements irréversibles pris à huis clos, mais aussi de restaurer la confiance entre institutions et citoyens. Une transparence assumée transforme chaque ligne du contrat en responsabilité partagée et limite la possibilité d'interprétation unilatérale par des acteurs extérieurs. Le deuxième axe concerne la construction d'un front régional cohérent. Au lieu de négocier seul face à des puissances qui disposent d'un avantage évident en expertise et en moyens, le pays pourrait s'inscrire dans un cadre collectif avec ses voisins. Des positions communes sur la gestion des mines, sur les conditions de soutien militaire ou sur la circulation des équipements pourraient redistribuer le rapport de force. L'efficacité de cette coopération se mesurerait non pas en nombre de réunions, mais en modifications concrètes obtenues dans les projets imposés par l'extérieur. Le troisième axe vise la mise en place de mécanismes indépendants de suivi et d'évaluation. Des équipes mixtes, chercheurs, économistes, spécialistes du droit extractif, organisations citoyennes, pourraient publier régulièrement des rapports sur les effets réels de tout accord majeur, impact économique, transformation des dynamiques locales, évolution de la sécurité. Ce contrôle externe offrirait un contrepoids essentiel aux narratifs officiels souvent rédigés par les bailleurs eux-mêmes. Enfin, le quatrième axe appelle à renforcer graduellement les capacités nationales dans les secteurs clés: traitement des minerais, surveillance des frontières, infrastructures énergétiques. L'idée n'est pas de viser l'autonomie totale immédiate, mais d'atteindre un seuil suffisant pour éviter que chaque négociation future ne se déroule en position de dépendance. Une montée en compétences ciblée, même lente, peut redonner au pays la possibilité de fixer ses propres limites. Dans cette vision, le président ne tient pas le rôle d'un arbitre solitaire, mais celui d'un point de convergence entre institutions, régions et partenaires. La feuille de route ne promet pas la résolution instantanée du dilemme, mais elle trace un chemin où la souveraineté n'est plus seulement un mot mobilisateur, mais un ensemble de choix concrets, mesurables et accessibles à la population qui devra vivre avec leurs conséquences. Le documentaire revient alors vers les deux figures silencieuses, croisées plus tôt. Le jeune officier posté sur une frontière que les cartes peinent à représenter, et le mineur dont les journées s'écoulent au rythme des forages. Aucun d'eux n'assiste aux réunions où se rédigent les accords. Pourtant, ce sont leurs vies qui changeront les premières. À l'aube, l'un ajuste son fusil avant une patrouille, tandis que l'autre regarde la poussière rouge s'élever au-dessus des puits où les machines ne s'arrêtent jamais. Ils n'ont pas les mots des analystes, mais ils perçoivent la fragilité du moment mieux que quiconque. Dans leurs gestes ordinaires se lit une question essentielle. Que restera-t-il de leur quotidien lorsque la décision, quelle qu'elle soit, prendra effet? Pour l'officier,
Toute évolution dans l'architecture sécuritaire pourrait signifier de nouveaux commandements ou des zones interdites au contrôle national. Pour le mineur, cela pourrait impliquer la transformation de son village en annexe industrielle dont il ne maîtrisera ni le rythme ni les règles. Le film ne cherche pas à faire d'eux des symboles, mais rappelle que ce sont ces existences discrètes qui donnent un sens concret au mot « souveraineté ». Car une politique n'a de valeur que si elle améliore la vie de ceux qu'on ne consulte jamais. La dernière image se fige sur ces deux silhouettes éloignées l'une de l'autre, mais unies par la même attente, que les décisions prises loin d'eux ne les condamnent pas à devenir étrangers sur leur propre terre. La phrase qui clôt l'épisode est brève, presque murmurée, comme une vérité trop simple pour être ignorée. La souveraineté n'a de poids que lorsqu'elle touche la réalité de ceux qui la portent. La dernière partie s'ouvre dans un ton plus calme, comme si le récit cherchait désormais à laisser respirer le spectateur après l'intensité des enjeux décrits. Le documentaire ne propose pas de conclure sur un verdict, ni d'imposer une lecture unique des événements. Il invite simplement chacun à prendre un instant pour relire ce qu'il vient de voir. Des ressources convoitées, des engagements qui dépassent les frontières et des décisions qui façonnent la vie de millions de personnes souvent absentes des négociations. Il suggère aussi de regarder autrement les titres qui circulent sur la région. Ce qui apparaît comme une simple actualité peut en réalité être la partie visible d'un système complexe où intérêts stratégiques, préoccupations locales et rapports de force internationaux s'entremêlent. Comprendre ces couches successives demande du temps, du recul et parfois la volonté de s'éloigner des récits trop simples. Plutôt qu'un appel à prendre position, le film ouvre un espace de discussion. Partager ses questions, confronter les perceptions, écouter les expériences de ceux qui vivent au cœur des dynamiques évoquées. Car c'est souvent dans les échanges les plus modestes que naissent les compréhensions les plus solides. La dernière question, adressée directement au spectateur, n'est pas un défi, mais une invitation. Si votre propre pays devait faire face à un choix aussi lourd, qu'attendriez-vous de celles et ceux qui décident en votre nom ?